RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Moun qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moun qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moun qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote qu'est comprendre et surtout, gardez l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes 89.5, 106.6 dans Moun qui fait l'Europe, l'émission du Centre Europe Direct Antilles-Guyane qui explore comment les décisions européennes influencent notre quotidien et nos territoires. C'est une émission qui est également disponible sur www.fréquencecaraïbes.com et DAB+. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet plus ou moins controversé, l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur. Il pourrait créer l'un des plus grands espaces commerciaux au monde, mais aussi bouleverser des équilibres économiques, agricoles et environnementaux. Pour mieux comprendre, nous avons la chance de recevoir Monsieur Jean-Michel Salmon, maître de conférences en sciences économiques à l'Université des Antilles. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Yona, très heureux de participer à l'émission et bonjour à tous les auditeurs. Alors, avant de revenir sur le contenu de l'accord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le Mercosur et quel rôle il joue aujourd'hui dans l'économie mondiale ? Alors le Mercosur, c'est un groupement initial de 4 pays, selon un traité signé en 1991, donc essentiellement le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Groupement qui a été rejoint très récemment par la Bolivie, qui est en cours de prendre tous les tenants, les aboutissants, on va dire, du groupe. Et puis il y a des membres associés, mais les membres associés ne sont pas pleinement intégrés dans les politiques communes. Et notamment, le sujet qui va nous intéresser, c'est la politique commerciale commune, où ces 4 pays que j'ai cités initialement, les 4 pays fondateurs, à l'instar des pays États membres de l'Union Européenne, négocient d'une seule voix leurs accords commerciaux internationaux, donc sous une forme d'union douanière. Donc c'est une négociation entre 2 unions douanières en réalité, le Mercosur d'un côté, l'Union Européenne de l'autre. Et récemment, en fait, on constate une montée du protectionnisme, notamment de la part des États-Unis. Mais les discussions autour du Mercosur ne datent pas d'hier. Pourquoi l'Union européenne cherche-t-elle à conclure des accords de libre-échange comme celui-ci ? Qu'est-ce qu'elle y gagne, autant sur le plan économique et ou géopolitique ? Oui, il y a beaucoup de tiroirs dans ce que vous avez dit. On pourrait y passer des heures. Le protectionnisme, on y revient un petit peu. Ça a été effectivement lancé par Trump dès son premier mandat, mais dans l'Occident, c'est quelque chose sur lequel on revient, notamment à la suite du Covid, parce qu'on s'est rendu compte que tout transférer la production de tout ce qui nous est essentiel et même indispensable, comme simplement le Doliprane quand il est fabriqué à 90% en Chine, on peut se retrouver face à un certain nombre de problèmes. Et justement, les Asiatiques se sont développés à base de protectionnisme offensif, c'est-à-dire protéger leur propre marché et ils attaquaient le marché mondial. Donc aujourd'hui, on revient un peu là-dessus. Alors, c'est le contexte qui est nouveau. S'agissant des accords de libre-échange, comme aujourd'hui, les négociations à l'Organisation mondiale du commerce sont dans l'impasse en quelque sorte depuis 20 ans, rien ne s'est amélioré là, rien ne s'est dégagé là, et bien du coup la plupart des États membres qui veulent ouvrir au maximum les marchés, enfin les États en général qui veulent ouvrir les marchés, signent des accords de libre-échange. Des accords où on démantèle la protection douanière réciproquement, et donc c'est un petit peu une voie alternative, mais du coup comme il y a beaucoup d'accords de libre-échange dans tous les sens, l'Union Européenne en elle-même en a un accord de libre-échange avec plus de 80 pays, ça crée ce qu'un économiste américain libéral, Jagdish Bhagwati, avait dit, un bol de spaghettis, l'accord de libre-échange. Mais celui qui ne le fait pas peut se retrouver à l'écart et donc avoir des problématiques d'accès plus compliqué au marché, là où ses concurrents vont avoir un accès amélioré grâce à un accord de libre-échange. Donc c'est un petit peu, on est obligé de suivre le mouvement, on va dire, de ce point de vue-là. Et si on prend l'accord du coup entre le Mercosur et l'Union européenne, concrètement, qu'est-ce qu'il contient ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de produits concernés par ces négociations ? Et est-ce qu'on peut le comparer à d'autres accords comme celui avec le Canada par exemple ?
Alors là aussi, beaucoup de tiroirs. On va dire d'abord que l'accord avec le Mercosur est emblématique des difficultés dans les négociations commerciales nord-sud, qui ont justement provoqué l'impasse à l'OMC. Hein. Pourquoi ? Parce que en fait, dans chaque négociation, vous avez des intérêts offensifs, ouvrir le marché de l'autre, et des intérêts défensifs, protéger ou maîtriser le vôtre. Et donc, précisément, en matière agricole, l'Union européenne a toujours été défensive en termes de protection agro et agroalimentaire et de subventions qu'elle verse massivement à ses agriculteurs pour tenir la concurrence, là où ils sont moins compétitifs pour des raisons de coût de main-d'œuvre, par exemple. Et ces intérêts offensifs, ça va être vendre plus de produits industriels, accéder au marché de la construction, le BTP, etc. Là où ces pays-là. Donc l'idée, c'est une give and take, c'est-à-dire un accord comme ça, c'est toujours une négociation. On va essayer d'obtenir un certain nombre d'ouvertures. En échange, on est obligé d'ouvrir un peu des secteurs chez nous. Et c'est là où, dans le cadre de l'Union européenne, alors le Mercosur, c'est un cas emblématique parce que la négociation a commencé en 99. Donc ça a duré 20 ans où ça n'aboutissait pas précisément parce que l'Europe ne voulait pas ouvrir l'agriculture, qui était précisément l'objectif offensif du Mercosur, et dans l'autre sens, ils voulaient accéder au marché public, à la construction, au BTP, tout ça, et là aussi, il y avait des fermetures. Et dans l'autre sens. Donc ça a pataté, on va dire, si on me permet l'expression, pendant 20 ans. Et puis en 2019, Eureka, alléluia, en pleine négociation du Brexit, en fait, l'Europe a eu besoin de montrer qu'elle pouvait faire beaucoup plus efficacement qu'un pays isolé comme l'Angleterre. Donc, les négociations avec le Mercosur se sont débloquées. Elles se sont débloquées et pourtant, on était dans la période Bolso. Donc, on va dire que c'était pas forcément très... Parce qu'il y a aussi cet aspect-là aujourd'hui, la bromance, comme on l'appelle, entre Lula et Macron. Il suffit de regarder les réseaux sociaux aujourd'hui, de voir comment dans le G20, ils se sont promenés la main dans la main. Il manquait plus que dans les rues. Il manquait plus que le bisou profond. Et donc, enfin, je reviens à mon fil. Donc, l'Europe a signé un premier accord, une première version, donc finalement avec le Mercosur en 2019. Il y a eu des problématiques, on va y venir, et du coup, c'est reparti pour un petit tour. Et il y a une nouvelle version dont on ne connaît les détails, si on peut dire, que depuis 2 mois. Parce qu'un des problèmes de ces négociations-là, c'est qu'elles se font dans le secret. Donc, y compris des États membres, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'Union européenne qui négocie au nom de ses États membres, et même les États membres n'ont pas forcément accès de manière directe et limpide à tous les éléments, et parfois ils découvrent le poteau rose de ce qui a été négocié a posteriori. Donc c'est un peu ça la difficulté, et donc là en l'occurrence il y a un il y a un accord qui a été signé par la Commission européenne, et pour qu'il entre en vigueur, alors il y a différentes modalités possibles selon les accords, mais celui-là ils ont choisi de séparer un accord commercial intrinsèque et puis un accord partenarial plus large avec des questions politiques beaucoup plus larges et tout. Pourquoi ? Parce que l'accord commercial intrinsèque peut rentrer en vigueur sur la simple ratification des institutions de l'Union européenne, c'est-à-dire le Parlement et le Conseil. On va y venir après, parce que dans le Conseil, il y a les États membres. Alors que l'accord global, avec tous les éléments in extenso, nécessite la ratification par tous les États membres, ce qui est une autre paire de manches à 27. Et donc voilà un peu le contexte. Alors le contenu est très controversé. Pourquoi ? Pas parce que pour pouvoir trouver cet accord, il fallait ouvrir l'agriculture. C'est le principal objectif d'un pays comme le Brésil, qui est un géant agricole, premier pour le soja, 4e pour la banane, enfin on peut compter le sucre, etc. On peut compter. Et donc la difficulté, c'est une concurrence très largement accrue pour nos producteurs agricoles. En échange de quoi l'Union européenne accède mieux à quels éléments sur les marchés du Mercosur, notamment les voitures, puisqu'il y a un droit de douane qui était de 35%, il sera à 0. Les éléments pharmaceutiques, les métaux précieux, aussi pas le précieux, les métaux rares, et qui sont de plus en plus indispensables dans les technologies du futur. Et là, le Brésil a déjà un potentiel et une capacité à l'accroître sur la production, et donc ça peut permettre à nos producteurs d'accéder alternativement à ces métaux-là. Donc, ça met en exergue une chose, c'est qu'au sein de la position européenne, il y a des gagnants et des perdants. Forcément, donc, comme dans tout accord de ce type. Et là, ici, très clairement, les gagnants sont largement l'Allemagne. Puisque les véhicules, on connaît la chancelière Merkel, on l'appelait la chancelière de l'automobile à un moment donné, parce que le secteur et automobile allemand, à lui tout seul, fait plus que toute l'industrie française. Même si aujourd'hui, ils sont en difficulté suite à la crise ukrainienne, des coûts de l'énergie, etc. Donc l'Allemagne est forcément très offensive pour signer ça, et la France, il y a eu une position pas très toujours nette de notre président et de notre gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il est tiraillé entre pas mal de choses. Donc il est rattrapé par le monde agricole qui s'est remobilisé pour empêcher ça, on a vu dans les médias, etc., à juste titre, d'une certaine manière. On pourra venir sur le sujet agricole juste après dans le détail.
Et par ailleurs, Macron est sensible aussi aux intérêts de nos industriels qui veulent accéder au marché, même si on n'est pas aussi fort pour la voiture, mais veulent au marché et aux matières premières, etc. Donc, il est dans une position un peu tiraillée. Par ailleurs, Macron, depuis qu'il est venu à la présidence, c'est un fervent défenseur de l'Europe en voie de fédéralisation, si je peux appeler ça comme ça. Donc, il va toujours avoir du mal à se positionner comme un frein par rapport aux décisions de l'Union européenne, etc. Et ça pose la question, par exemple, et peut-être je terminerai par ça pour pas faire un trop long tunnel, Fiona, mais pour que ce soit ratifié, on disait tout à l'heure, il faut que le Parlement endosse le projet d'accord, et puis le Conseil aussi. Donc le Conseil, c'est les États membres. Et les États membres, donc ça sera les chefs d'État et le gouvernement. Et là, il y a un moment donné, on prêtait à Macron l'idée de peut-être faire une minorité de blocage. Le temps que ce qui pour lui déjà sur le plan de principe est un peu difficile de s'opposer à une proposition de la Commission au Conseil, et il l'aurait fait, mais c'est très difficile à obtenir, même s'il le voulait vraiment, parce que c'est une décision, comme c'est l'accord commercial stricto sensu qu'on a évoqué, est réputé de la pleine compétence de l'Union européenne, alors c'est une question qui va se décider à la majorité qualifiée au Conseil. Et pour la majorité qualifiée, il faut 55% des États membres, donc 15 sur 27, et 65% de la population. C'est un mix dans les règles. Et donc, dès l'instant où vous avez face à vous l'Allemagne et quelques autres pays pas trop petits de l'Union européenne, avoir la majorité qualifiée, c'est pratiquement impossible. Donc la France se retrouvait au sein même du Conseil devant un risque de devoir assumer non seulement une position contradictoire avec les volontés des institutions européennes, ce que Macron va faire de manière très réticente, mais en plus de se faire mettre en minorité, ce qui politiquement serait une catastrophe, parce que ça démontrerait au peuple français que, au lieu d'augmenter notre souveraineté, comme on dit souvent dans les débats méta-politiques sur la question, on montrerait au contraire qu'on peut se faire mettre en minorité en termes d'État-nation. Et là, ça serait une catastrophe pour ceux qui sont en faveur de l'Europe, de la fédéralisation et de poursuivre le transfert des compétences à Bruxelles. Et donc si on revient un petit peu sur les problématiques que vous évoquez, c'est un accord qui est très critiqué en Europe avec des prises de position. Pourquoi cet accord il inquiète autant les agriculteurs européens et est-ce que c'est compatible avec les objectifs du pacte vert européen, notamment quand on pense déforestation, normes sanitaires qui ne sont pas les mêmes ? Alors, il y a la première question, en quoi ça soulève des difficultés ? Parce que pour les agriculteurs européens, donc essentiellement les agriculteurs français, parce que le premier bénéficiaire de la PAC, c'est toujours la France, jusqu'à présent, le premier pays agricole, depuis toujours. La Pologne aussi, qui est un grand pays agricole depuis l'élargissement. Ça veut dire qu'on va mettre en concurrence nos producteurs qui ont des coûts de main-d'œuvre plus élevés. La Pologne est en train de monter avec le cas de convergence, qui ont des contraintes réglementaires extrêmement fortes. Avec des producteurs de l'autre bout du monde qui ont des coûts de main-d'œuvre divisés par 5 ou plus et qui souvent ont des normes, on va dire, environnementales et sanitaires, phytosanitaires qui sont très lâches. Alors du coup c'est une concurrence qui devient déloyale. Alors par rapport à ça, évidemment il faut s'efforcer de renforcer les engagements de ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire d'obliger les partenaires à avoir les mêmes clauses, mais ça on n'y arrive pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire et donc on se retrouve devant un risque de concurrence déloyale. Et s'agissant plus généralement de la problématique du développement durable, de l'environnement, de l'écologie, etc., précisément on sait que même si Lula fait des efforts depuis son nouveau mandat de limiter la déforestation, elle continue quand même plus ou moins fortement, il arrive à freiner un peu, mais elle continue. Et donc on peut imaginer que si à travers cet accord-là, les exportations agricoles brésiliennes par exemple et du Mercosur en général augmentent substantiellement en volume, l'agriculture extensive va devoir s'accroître, ça veut dire plus de déforestation, sans pour autant qu'il y ait des engagements, même si ils ont signé l'accord de Paris, il peut y avoir des engagements dans l'accord qui sont des clauses assez vagues, que les pays peuvent contourner en fin de compte de manière assez facile, d'autant que les aspects juridictionnels au sein de l'accord de règlement des différends, etc., ne couvrent pas nécessairement très bien ou très clairement les engagements en matière d'environnement. Et c'est d'ailleurs le premier point qu'avait soulevé pendant la présidence Bolso, notre président Macron, pour s'opposer à la signature, il avait insisté sur le fait que les engagements d'environnement étaient assez lâches, assez faibles, et c'est toujours le cas en réalité quand on regarde de plus près. Et dans la dernière version validée par la Commission européenne, il y a des mesures de sauvegarde pour les produits européens sensibles qui ont été introduites. Oui. Est-ce que ça suffirait à la France pour changer de position et globalement pour faire adopter cet accord ?
Alors sur des clauses de sauvegarde classiques qu'on va retrouver dans tous les accords de libre-échange signés par l'Union Européenne et même dans les règles de l'OMC, il y a un Safeguard Agreement comme on l'appelle, un accord sur les sauvegardes, donc c'est quelque chose de classique. Le problème c'est que ce sont des déclarations incluses dans les accords qui sont un peu de principe, mais toute la problématique vient de comment on met en musique et comment ça sera respecté ou pas. Et de ce point de vue-là, la dernière position du gouvernement français, très récente, là, de ces derniers mois, c'est de dire nous voulons des engagements plus fermes, plus précis, plus substantiels en matière de respect de l'environnement, en matière, alors peut-être pas des clauses miroirs exactement, mais quelque chose de plus fort, en matière de sauvegarde, que ce soit plus précisé, comme ça après ce sera plus facile à respecter plutôt que de rester dans le flou. Et donc la Commission européenne s'est engagée à faire un acte juridique qui serait signé par le Parlement européen et le Conseil européen pour renforcer sa dynamique de contrôle et de respect de clauses de sauvegarde. Le problème, c'est que c'est unilatéral. Pour l'instant, il va falloir faire en sorte que le Mercosur lui-même accepte de réintégrer ou d'intégrer supplémentairement ces nouvelles précisions pour qu'elles deviennent réellement coercitives, on va dire. Et c'est pas le cas pour l'instant. Ouais. Donc, il semblerait que le Mercosur va jouer un peu sur la bromance en cours entre le président Macron et Lula et finalement sur les tiraillements de Macron qui peut difficilement s'opposer pour éviter de s'engager dans un respect, même si c'est en même temps le souhait de Lula quelque part, d'avoir un pays dans le développement durable, mais faut pas oublier que le Brésil, le pouvoir de l'agro-négoce et que Lula doit composer avec son congrès. Et si on s'intéresse plus spécifiquement au cas des régions ultra-périphériques, donc qui concernent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, quelles sont les conséquences concrètes pour nos territoires et pour nos concitoyens ? Alors, s'agissant de cette question-là, sur nos propres marchés, je pense pas que les risques de déstabilisation soient majeurs, parce que déjà, même les réseaux de transport ne sont pas nécessairement très présents. Donc, quand vous achetez du riz chilien, ça sera à vérifier avec un chef d'approvisionnement des hypermarchés locaux. Mais je pense que sur le plan du développement durable, c'est une catastrophe. C'est des choses qu'on traversait une première fois à l'Atlantique, d'arriver à Rungis et ensuite elles reviennent ici. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas, si vous voulez, des réseaux de commerçants de gros d'importation, ces produits-là ne viendront pas. En plus que ce qu'ils ne veulent déjà au fil de l'eau, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc par exemple pour la banane, on ne risquera jamais d'être inondé de bananes de l'Équateur ou de la Colombie ou du Brésil ici, sur nos marchés locaux. Ça c'est une première chose. En revanche, la problématique c'est sur le marché européen. Parce qu'à partir du moment où vous déprotégez largement l'accès des produits agricoles du Mercosur sur les marchés européens, alors il risque d'y avoir ce qui a déjà été le cas sur les 20 dernières années. Le droit de douane aujourd'hui est 75 € pour ces bananes-là, c'est 7 centimes du kilo, donc ça protège pas grand-chose. Donc ça veut dire qu'il y a un afflux massif de produits agricoles sur les marchés européens supplémentairement comme la banane, ou le sucre pour l'île de la Réunion, même risque, et que du coup ça fait une pression à la baisse sur les prix. Et donc nos producteurs qui ont déjà des coûts de production supérieurs au prix de vente, qui n'existe que grâce à la subvention européenne très lourde dans le cadre de la politique agricole commune et ce qu'on appelle les POSEI ici, ça va. La tendance qui existe déjà depuis 20 ans, qui avait nécessité à l'époque le blocage de l'aéroport pendant une semaine pour que le gouvernement aille jusqu'au bout de la défense, et qu'on arrive aujourd'hui, une centaine de millions d'euros pour le POSEI agricole Martinique, et essentiellement la banane, ça veut dire que la pression sur les prix va continuer fortement à la baisse, et donc la nécessité de compenser avec des subventions aux producteurs, aux revenus encore plus forte. Alors l'Union européenne est prête à ça, mais jusqu'à quel point, parce qu'il ne faut jamais oublier, comme je dis souvent à mes étudiants, c'est que les régions ultra-périphériques ont un traitement spécial dans le traité, mais il faut le motiver à chaque fois quand on veut un peu plus de subsides, on va dire. Et on fait toujours face au Conseil à des pays, la Bulgarie, la Croatie, peut-être d'ici 2030 l'Albanie, le Monténégro et ou la Géorgie, l'Ukraine, qui sais-je encore, dont les revenus sont 3 à 4 fois moins. Le revenu moyen à 3 à 4 fois moins que celui des RUP. Et là, ils vont vous dire, mais pourquoi vous voulez aider ces territoires-là autant, alors que nous sommes 4 fois plus pauvres ? Mais d'autre part, il n'y a pas que des aspects négatifs. Certains y voient aussi une opportunité grâce à la baisse des coûts d'importation, la diversification des approvisionnements, mais aussi la reconnaissance du Rhum comme indication géographique protégée, IGP. Comment nos territoires peuvent-ils se saisir de ces opportunités ?
C'est une belle question, c'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment où on ne peut pas être au top dans la compétitivité par les prix, en première année de n'importe quelle école d'économie, on va vous dire qu'il faut faire des efforts pour monter en gamme et faire atteindre une compétitivité hors prix, comme on l'appelle, c'est-à-dire par la qualité, le branding, etc. Et c'est exactement ce qu'ont su faire nos romiers en Martinique avec l'appellation d'origine contrôlée, en espérant que ça lui permette de développer de plus en plus des niches de taille de plus en plus importante pour pouvoir tailler des croupières dans les grandes marques de rhum, Bacardi, etc., au niveau international. Le fait est que ça progresse, hein. On a effectivement grâce à cette appellation, on a des progrès, mais de là à renverser les tendances sur les grands marchés des Romiers, de Mélas et autres, des grandes marques, pour les long drinks, c'est une autre affaire, mais on est dans la bonne direction, c'est ce qu'il faudrait suivre. Pareil, donc ça c'est pour chez nous. On a oublié de dire qu'il y avait aussi des clauses de sauvegarde RUP qu'on a prévues dedans, comme il existait déjà dans l'accord avec la Caraïbe, hein, suite à la fête de la Caraïbe, qu'on n'a pas eu besoin d'activer jusqu'à présent, parce que de toute façon, comme il n'y a pas ces réseaux de transport commercialisation directe, c'est une deuxième précaution. Pour le reste, oui, je pense qu'avec le Mercosur, alors on va toucher un dada un peu personnel avec le Brésil, il y a certainement manière de développer beaucoup plus de coopération entre la Caraïbe et nous-mêmes avec le Brésil en termes de tourisme, en termes d'éducation, en éducation supérieure, etc., des réseaux d'affaires. Il y a beaucoup de potentiel et ça, pour l'instant, on n'est pas encore bien armé pour le faire, équipé, on est toujours tourné beaucoup vers l'Europe. Mais comme l'Europe elle-même nous y incite, il faut qu'on s'intègre mieux dans notre bassin. Et notre bassin, il ne faut pas s'arrêter à la petite Caraïbe, il faut que ce soit la grande Caraïbe, et notamment avec les États brésiliens du littoral. Et par là, même l'ensemble du Brésil, pourquoi pas un jour en termes de partenariat. Donc il y a un investisseur du sucre réunionnais déjà qui, devant ces perspectives-là, a déjà acheté des plantations au Brésil. Hein. Donc ça ne fait pas de l'emploi à la Réunion, mais ça veut dire qu'au moins pour les investisseurs, eux, ils retrouvent leurs petits comme ça. Donc je pense que c'est ça aussi, du point de vue de nos régions, il faut bien voir que ça doit nous faire comprendre et nous entraîner dans un modèle de développement qu'on cherche tous comme nouveau à trouver et qui passe justement par une internationalisation de nos économies qui soit bien meilleure que ce qu'on a toujours appelé des économies métro-centrées vis-à-vis de l'Hexagone comme elles le sont. Et on parlait justement de coopération dans le bassin caribéen. Il y a un autre accord commercial qui est déjà en vigueur, qui est celui de l'Union européenne avec le CARIFORUM. Comment ces négociations avec le Mercosur s'inscrivent-elles par rapport à ce rapport ? Est-ce qu'elles se complètent, se concurrencent ? Je pense qu'elles peuvent se compléter. Elles se concurrencent pas vraiment parce que de toute façon les pays de la CARICOM jusqu'à présent n'exportent pas énormément sur notre marché martiniquais. Hein. Il pourrait y avoir des concurrents dans la bière, des choses comme ça, mais bon, il y a l'octroi de mer aussi qui reste là pour l'instant, donc c'est ressenti comme un droit de douane par ces exportateurs caribéens-là. La Martinique est devenue, grâce aux efforts de sa diplomatie territoriale, acceptée finalement par l'État français, membre associé de CARICOM. Donc, pour pouvoir développer des relations, il faut se connaître, il faut pas être dos à dos, il faut être face à face, hein, et si possible dans des relations de proximité. Donc, de ce point de vue-là, je pense que, comme pour l'Interreg, par exemple, pour les auditeurs qui connaissent un peu les fonds européens, le fonds de coopération, il peut aller jusqu'aux États côtiers de l'Amérique du Sud, donc le Brésil, qui est notamment le Para, pour continuer à... Disons, pour moi, il faut élargir les horizons, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, et de ce point de vue-là, c'est complémentaire. Et pour terminer cet échange, quelle est la suite du coup de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur ? Vous parliez du fait que c'est un accord mixte, donc ça permet de scinder le texte en 2 volets. Est-ce que ça facilite aussi son adoption très prochainement ? Je pense que c'est le choix qu'a fait la Commission européenne plus exactement, de dégager l'aspect général du partenariat politique, institutionnel, etc., du simple volet très large, hein, parce que le volet commercial à lui seul c'est un texte de 600 pages, hein, donc qu'on a reçu en proposition début septembre. Mais bon, c'est toujours comme ça, il y a beaucoup d'annexes, etc., dans tous les accords de commerce. Et donc, je pense que, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure, nonobstant les difficultés en interne, notamment avec des grands syndicats agricoles comme la FNSEA et autres, notre président va jouer le jeu de cette approbation au Conseil et le Parlement aussi. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que l'accord entrera en vigueur. Une autre façon de le faire entrer en vigueur, ça aurait été d'introduire dedans ce qu'on a déjà fait dans les accords commerciaux, des clauses d'application provisoire en attendant la ratification. Mais là, je pense que si l'Union européenne n'a pas été jusque-là, la Commission européenne a plutôt choisi donc de la ratification des aspects commerciaux par simplement le Conseil et le Parlement européen, c'est parce qu'ils avaient une bonne anticipation que
Bon, alors bien sûr, il y aura toujours beaucoup de bruit médiatique autour, parce qu'il faut pas laisser l'impression à nos producteurs qu'on les oublie. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils risquent d'être, disons, les perdants à terme, plus ou moins fortement, selon le détail qui accompagnera la mise en œuvre, les perdants à terme de cet accord, au profit de gagnants que seront les industriels et les gros secteurs, vous savez, comme on les a vus venir ici pour le TCSP, les Colas, Lafarge, etc., qui ont très envie de s'impliquer dans les gros chantiers latino-américains. C'est donc une affaire à suivre. Merci beaucoup, Monsieur Salmon, pour vos éclairages. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cette nouvelle émission de Moon qui fait l'Europe. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler d'Europe, depuis et pour nos territoires d'outre-mer. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24.